Bonjour, nous continuons et nous terminons notre cours sur l'histoire de l'âge de la Terre. Et cette fois, nous allons vraiment savoir quel est le point de vue actuel sur l'histoire de l'âge de la Terre, à quel chiffre on arrive aujourd'hui. Je vous rappelle, on avait vu qu'il y avait eu diverses controverses, et la dernière controverse qu'on avait, c'était la controverse des naturalistes contre les rigoristes, donc principalement des biologistes, des géologues contre des physiciens. Les physiciens disant que l'âge obtenu par Kelvin, qui est autour de 20 millions d'années, était l'âge correct, parce qu'il était calculé avec des méthodes mathématiques, physiques correctes, précises. Et les biologistes et géologues disaient que ce n'était pas possible, que l'âge de la Terre devait être beaucoup plus grand. Et ça va rester comme ça pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. On va voir comment on est arrivé à mettre d'accord les deux groupes de scientifiques, mais pour ça, il faut d'abord que l'on comprenne précisément ce qu'est l'âge de la Terre. Puisque, on a dit, hein, la Terre n'est pas née, on sait qu'elle est apparue, euh, mais comment est-elle apparue? Et du coup, qu'est-ce que l'on va pouvoir mesurer? Vous allez voir que c'est un peu plus subtil que simplement, hop, la Terre s'est créée, et voilà. Pour comprendre comment l'âge de la Terre, il va falloir comprendre comment se forment des systèmes stellaires, donc un système composé d'une étoile et puis éventuellement de planètes autour. Un système stellaire, au départ, c'est ceci. C'est une masse de gaz, de poussière. Alors, ce sont principalement les petites poussières de roche et surtout des poussières de glace qui sont très éparpillées sur une immense surface, ce qu'on appelle une nébuleuse. Et cette nébuleuse, du fait de la gravité, va avoir tendance à se regrouper sur elle-même. Quand elle se regroupe sur elle-même, on va voir des tas qui vont se regrouper, qui vont former des petites nébuleuses autour d'une proto-étoile. Ce qu'on voit ici, hein. Donc vous avez quelque chose qu'on pense être le centre de cette nébuleuse, et à cause de la gravité, les objets vont commencer à tourner autour. En tournant, certains se rapprochent, certains, la plupart, la grande majorité se retrouvent au niveau de ce qu'on appelle la proto-étoile, qui va donner l'étoile. Donc vont former l'étoile, qui est beaucoup plus grosse que le reste, mais un certain continuent à tourner autour et qui ne sont pas encore absorbés par la proto-étoile. Lorsqu'ils tournent autour comme ceci, ces morceaux vont parfois se cogner. En se cognant, comme ceci, les morceaux qui étaient solides, que ce soit de la glace ou des morceaux de roche, vont, à cause de l'énergie du choc, fondre et former après un morceau plus gros. Morceau plus gros qui, après, a encore plus de chances de se cogner aux autres morceaux à côté. Ça va fondre et former du coup un autre morceau un petit peu plus gros. Bref, des morceaux de roche comme ceci qui vont tourner, qui vont se cogner. Et au fur et à mesure qu'ils se cognent, ils grandissent en taille. Les gaz qui sont autour sont attirés par ces morceaux et restent autour de ces morceaux. Et on va du coup avoir des morceaux de plus en plus grands qui fondent et qui prennent autour des gaz. Ces morceaux, vous voyez, hein, ici on a une proto-étoile, et puis là, du coup, on a une protoplanète très grosse qui se forme avec des objets. Alors les objets parfois se mettent à tourner autour de la protoplanète et vont être petit à petit absorbés. Et vous voyez que là, donc on a des nuages de poussière, de gaz, de morceaux de roche qui se forment. Plusieurs, on pourra avoir ici une protoplanète qui se forme, ici une protoplanète qui se forme, etc. Donc la Terre, comme les autres planètes du système solaire, s'est formée par accrétion de matériaux de l'espace, c'est-à-dire des poussières, des morceaux de roche, des glaces, qui sont rentrés en collision. L'énergie libérée par le choc a provoqué la fusion ou la sublimation de matériaux solides. Alors la fusion, c'est le fait de passer à l'état liquide, la sublimation, c'est le fait de passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Parfois ça arrive, et puis je vous rappelle, les gaz restent autour, puis parfois se retransforment en solide. Ça peut arriver, vous pouvez pas directement passer par exemple de l'eau qui passe de vapeur d'eau à glace. Dans le cas de la Terre, on va avoir ceci qui se forme, des chocs, et on va former petit à petit une masse de roches en fusion. Pourquoi en fusion? Parce que l'énergie des chocs, qui est très importante, fait fondre tout ceci, qui va atteindre la taille d'une planète. On va avoir 8 planètes qui vont se former comme ceci dans le système solaire. Euh, on va avoir en fait 9 protoplanètes, et il n'en reste plus que 8. Il y en a une qui a disparu entre-temps. Et l'une d'entre elles est la Terre. Et cette Terre, qui va donc être très chaude en fusion, va se former, les débris autour vont se faire de moins en moins nombreux au fur et à mesure qu'ils se cognent, et on va pouvoir former la Terre comme ceci.
Alors au passage, la Lune, qui est représentée ici, c'est un morceau de cette Terre qui s'est détaché parce qu'on a eu un gros impact. Et ce gros impact a fait partir un bout de la Terre fondu qui est allé, qui a refroidi tout seul de son côté, mais en tournant autour de la Terre. La Lune, hein, c'est un morceau de la Terre qui s'est détaché et qui est resté à tourner autour de la Terre. Donc les matériaux se sont agrégés, ce qui a formé une boule de matériaux en fusion, la taille d'une planète, cette Terre. Cet épisode a duré moins de 20 millions d'années. 20 millions d'années à l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est pas beaucoup. Donc, on va pouvoir considérer que c'est très court, donc on va pouvoir le considérer comme quasiment instantané pour ce qu'on veut faire. On a l'idée, hein, c'est pas instantané, ça a duré moins de 20 millions d'années, on ne sait pas exactement combien de temps, mais probablement au moins une dizaine de millions d'années, peut-être 20 millions d'années. Donc vous voyez, c'est pas instantané, mais sur les milliards d'années que fait la Terre, et avec la précision qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos moyens, on va considérer que c'est quelque chose qui est très court. Cette planète va commencer à se refroidir, on a vu ça. Elle se refroidit petit à petit jusqu'à former la planète qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait que lorsqu'on va penser à l'histoire de l'âge de la Terre, on peut penser à l'histoire de la Terre soit comme la fin de période d'accrétion, donc la fin de la période où des éléments venus de l'espace venaient se cogner et se fondre en grande quantité sur la planète. Il y a toujours des éléments qui tombent sur Terre, qu'on appelle des météorites, et donc qui viennent cogner la Terre, qui fondent d'ailleurs maintenant au contact de l'atmosphère en général, mais qui sont toujours là, et donc ça n'a jamais arrêté l'accrétion en soi. Sauf qu'on a eu beaucoup d'accrétion pendant un premier temps, pendant moins de 20 millions d'années, et qu'après on a eu beaucoup moins. Donc on peut considérer que l'âge de la Terre, c'est le moment où l'accrétion a grandement diminué. L'autre moyen de pensage de la Terre, c'est le moment à partir de laquelle la Terre s'est refroidie. Lorsque l'on a eu plus de refroidissement que de matériaux qui arrivaient pour apporter l'énergie, on peut considérer que la Terre est déjà faite et qu'elle est créée. Donc il y a deux méthodes pour voir l'âge de la Terre, pour comprendre l'âge de la Terre. Actuellement, nos méthodes, la précision de nos mesures ne permet pas de distinguer l'un et l'autre, donc on les considère comme le même. Bien évidemment, on garde à l'idée que ce n'est pas la même chose et que si on obtient des méthodes plus précises, il y aura peut-être un moment où il va falloir choisir l'une des deux méthodes ou donner deux âges, l'âge de refroidissement et l'âge de fin de la phase d'accrétion. Donc on considère que l'âge de la Terre correspond à la période depuis cet épisode, l'épisode d'accrétion, qui a duré moins de 20 millions d'années. On peut également considérer l'âge de la Terre comme la période pendant laquelle la Terre s'est refroidie. Donc deux méthodes, je vous l'ai dit. Ces deux âges sont quasiment identiques à la précision que permettent les techniques actuelles. On n'a pas une précision suffisante pour pouvoir distinguer les deux âges. Mais si un jour on obtient des nouvelles techniques plus puissantes, on pourra séparer les deux âges. Revenons donc à notre controverse. Maintenant qu'on sait à ce à quoi correspond l'âge de la Terre, et ça, on en a une idée au début du XXe siècle, il va falloir une méthode pour trancher, pour dire est-ce que Lord Kelvin a raison ou est-ce que ce sont les naturalistes qui ont raison? Est-ce que la Terre a bien entre 20 et 40 millions d'années, en gros, ou est-ce que la Terre est beaucoup plus vieille? Et pour ça, on va utiliser une technique qui s'appelle la radiochronologie. Alors, la radiochronologie, c'est une technique qui utilise à la fois de la géologie et de la physique et de la chimie, et c'est ce qui explique que ça a pu mettre tout le monde un petit peu d'accord, puisque ça avait les avantages de la physique, donc les rigoristes ne pouvaient pas contredire en disant il n'y a pas les calculs précis, et ça avait les avantages de la géologie, vu que ça se basait réellement sur des roches qu'on observait, etc., et avec des méthodes géologiques d'observation, de datation relative, etc. Donc, pour comprendre la radiochronologie, il va falloir faire un petit peu de physique, et notamment de physique de l'atome. Les atomes sont constitués d'un noyau et d'un nuage électronique. Et ces atomes dans le noyau possèdent des protons et parfois des neutrons. Et il y a autant de protons que d'électrons, les électrons tournent autour du noyau, et par contre le nombre de protons peut varier. Ici, on regarde l'atome le plus simple, qui est l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène peut être présent sous trois formes. Il peut être présent avec juste un proton et un électron. Voilà. C'est l'une des formes de l'hydrogène, la plus simple. La forme la plus fréquente, c'est celle-ci. C'est un proton et un neutron. Et autour, j'ai un électron qui tourne.
Et il y a une troisième forme, plus rare mais qui existe, un proton, deux neutrons et un électron qui tourne autour. Tout ça sont des atomes d'hydrogène, mais cet atome d'hydrogène peut être présent sur trois formes différentes. On appelle chacune des formes un isotope. Donc ici, j'ai trois isotopes différents. J'ai toujours le même nombre de protons entre mes isotopes. J'ai donc toujours le même nombre d'électrons. Je vous rappelle, les électrons, il y a autant d'électrons que de protons. En revanche, le nombre de neutrons diffère entre mes isotopes. Donc, les atomes existent sous différentes formes, ce qu'on appelle les isotopes. Deux isotopes du même élément possèdent le même nombre de protons, c'est ce qui fait l'élément. Par exemple, l'hydrogène comporte un proton, mais ils ont un nombre de neutrons différent. Le point qui est important, c'est que ces isotopes, parfois, il y en a certains qui ont une capacité qui est d'être radioactif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un isotope radioactif, ici l'uranium 238, et cet uranium 238 va tout seul, spontanément, à un moment, se séparer en deux unités plus petites. Ici, notre uranium 238 se sépare tout seul en hélium 4 et en thorium 234. On obtient bien toujours, on a conservé notre nombre de protons, notre nombre de neutrons, mais je n'ai plus l'uranium. À la place, j'ai du thorium et de l'hélium. Ça se fait spontanément, c'est-à-dire que ça va se faire tout seul. C'est la radioactivité, elle se produit spontanément. Les éléments radioactifs, il y en a partout. Pensez que c'est la radioactivité, par exemple, qui fait que le Soleil nous envoie de la lumière et donc derrière de l'énergie. La lumière qui nous sert, qui nous sert à chauffer la Terre, qui sert à faire la photosynthèse, etc., on a vu tout ça, elle vient de réactions radioactives dans le Soleil. Il y a de la radioactivité dans la Terre aussi, bref, il y a de la radioactivité un peu partout. Vous savez que la radioactivité est utilisée notamment pour les centrales nucléaires, pour de l'électricité en France. Mais donc, c'est un phénomène qui va se produire spontanément. Ça va se produire aléatoirement. C'est-à-dire que notre uranium 238, il va pouvoir rester 1 an, 2 ans, 1000 ans, 1 million d'années, et puis au bout d'1 million d'années, hop, il se désintègre. Et il devient hélium 4 et thorium 234. J'ai énormément d'atomes dans la matière, des quantités énormes. Chacun des atomes radioactifs peut à un moment donné, paf, se transformer, se désintégrer. Ça se fait au hasard. Lorsqu'on a comme ça un très grand nombre d'événements qui se font au hasard, mathématiquement, on va suivre une loi qu'on appelle une loi de décroissance exponentielle. Donc, mon nombre d'atomes radioactifs, par exemple d'atomes d'uranium, va suivre avec le temps une loi de décroissance exponentielle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'avais le nombre n0 au départ d'uranium, je regarde ce qui se passe avec le temps, je vais diminuer selon cette courbe-là. Et cette courbe-là correspond à la décroissance radioactive. Ce qui est intéressant, c'est que cette décroissance est toujours la même, il y a toujours la même probabilité qu'un atome se désintègre. Et donc, ça va nous faire cette belle courbe qui a la particularité que à chaque fois que j'augmente de un temps que j'ai nommé t, qui correspond ici à la demi-vie, je vais diminuer ma quantité par 2. Donc au bout de 1 t, je n'aurai plus que la moitié de ma population initiale, la moitié des uraniums que j'avais au début. Au bout de 2 t, j'aurai plus qu'un quart de mes uraniums. Au bout de 3 t, j'aurai plus qu'un huitième de mes uraniums. Au bout de 4 t, un 16e de mes uraniums, etc. Autrement dit, je peux définir ma décroissance par un chiffre qui est la période, la demi-vie. Et cette demi-vie correspond au temps que prend une quantité de mon élément radioactif à diminuer de moitié. Donc, certains isotopes sont radioactifs, ils se désintègrent spontanément d'autres éléments. Cette désintégration est aléatoire, mais en raison du grand nombre d'atomes présents dans la matière, elle suit statistiquement une loi de décroissance. Cette loi de décroissance est caractérisée par une demi-vie, c'est-à-dire le temps que met la quantité d'éléments radioactifs à diminuer de moitié. En quoi ça va nous intéresser, nous, de comprendre ça? C'est que, naturellement, dans les roches, il y a des éléments radioactifs, par exemple de l'uranium. Et ces éléments radioactifs, ils suivent la demi-vie radioactive. Mais, si j'ai
ma population initiale, si je peux la connaître de manière ou d'une autre, et si je connais à quel moment, enfin quelle est la quantité actuelle, et je connais la demi-vie, qui ne change pas, qui est la même tout le temps, et ben je vais pouvoir calculer le temps. Si par exemple je sais que je n'ai plus que la moitié de mes uranium initiales, ben je sais que ça fait une demi-vie que mon système s'est fermé, c'est-à-dire que mon système a arrêté de prendre des atomes à droite ou à gauche. Alors ça va être très intéressant, parce que la Terre, au départ, elle prend des atomes de toutes les poussières, les blocs, etc., qui font de l'accrétion et qui s'entassent. Mais dès que j'ai arrêté d'entasser, bah, la Terre, elle échange plus de matière avec l'extérieur. Donc autrement dit, la Terre, elle est fermée. À ce moment-là, je vais pouvoir calculer en ayant une connaissance de la population initiale, la population actuelle, et calculer le temps depuis que mon système s'est fermé, donc depuis que la Terre s'est formée. Et donc je vais pouvoir calculer un âge. Je peux faire ça pour la Terre, je peux faire ça pour une roche, je vais pouvoir faire ça pour tout un tas de choses, hein. Ça peut se servir dans du tissu avec des méthodes de datation qu'on appelle au carbone 14, qui permet du coup de savoir de quand un tissu qu'on va retrouver euh, dans leurs dépouilles archéologiques, etc. Bref, c'est quelque chose qui peut être utile. Là, ça va nous permettre de calculer l'âge de la Terre. Donc en connaissant la demi-vie d'un élément radioactif et la quantité initiale de cet élément, on peut déduire l'âge de fermeture du système. Ces techniques s'appellent la radiochronologie, la chronologie basée sur la radioactivité. Ceux d'entre vous qui feront la spécialité SVT en terminale verront que c'est un petit peu plus subtil quand même et utiliseront ça pour des roches pour essayer de voir comment on peut dater des roches différentes. Voilà, ça sera fait de manière un petit peu plus subtile, vous verrez. Mais le principe reste toujours le même. Si vous avez compris le principe maintenant, ceux qui feront en spécialité SVT en terminale comprendront le principe, hein, c'est exactement le même. Alors cette technique, on va l'utiliser et elle va être utilisée pour obtenir un âge absolu. Alors bien évidemment, pour avoir ça, il fallait d'abord découvrir la radioactivité. Vous savez, hein, c'est Pierre et Marie Curie qui ont découvert la radioactivité. Et puis après, il va falloir penser à l'idée de l'utiliser pour dater des choses. Et donc ça va être fait à la suite de Pierre et Marie Curie au début du XXe siècle, dans les années 1920, notamment par un chercheur écossais qui s'appelle Ernest Rutherford. Ernest Rutherford est un chercheur qui va se mettre à réfléchir à l'utilité de ce qu'a découvert Marie Curie. Alors Marie Curie, je vous rappelle, elle cherchait ça dans un but plus d'application à la médecine, elle. Rutherford, lui, va chercher l'application à d'autres choses, et donc notamment la géologie. Et il va prendre des roches, comme ce granit, et il va les dater par cette méthode. Il va pouvoir faire des dates. Et là, qu'est-ce qu'il obtient comme date? Il fait ça pour une roche, 140 millions d'années. Donc, les 20 millions d'années de Kelvin, ça ne tient plus. Rutherford, il va pas calculer un âge de la Terre, il va juste dire, j'ai une roche qui date d'il y a 140 millions d'années, et cette roche-là, c'est un granit, on sait qu'elle s'est formée sur Terre. C'est pas une roche qui vient de l'espace, hein, c'est une roche qui est formée sur Terre. Donc, il y a 140 millions d'années, la Terre existait déjà. Donc, ce qu'a dit Kelvin, c'est faux. À partir de ce moment-là, les rigoristes, notamment les physiciens, se rendent compte que non, le calcul de Kelvin ne peut pas être juste, et que donc, c'est peut-être les naturalistes qui avaient raison. Alors, au passage, la radioactivité a aussi permis de comprendre pourquoi le calcul de Kelvin était faux. C'est que la chaleur de la Terre n'était pas que la chaleur qui est venue par l'accrétion. Il y a aussi en fait dans les roches de la radioactivité qui produit de la chaleur. Et cette radioactivité en fait est 3 fois plus importante que la chaleur de l'accrétion. Donc les calculs étaient forcément totalement faux parce qu'on n'a pas pu prendre en compte la chaleur produite par radioactivité. À la suite de Rutherford, donc Ernest Rutherford est le premier daté, il y a 140 millions d'années, Kelvin c'est faux. À la suite de Rutherford, il y a eu beaucoup de géochimistes donc, qui vont faire de la radiochronologie, qui ont calculé pour des roches et qui vont calculer tout au long du XXe siècle, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, hein, l'âge pour des roches. Les roches les plus vieilles qui ont été obtenues pour l'instant, elles ont été obtenues ici. Ici, c'est le Groenland. Au Groenland, vous avez des roches hein, qu'on voit bien ici, et ces roches, on a calculé leur âge, comme un peu partout dans le monde. Et notamment, on a calculé l'âge de ces roches-là.
Alors ces roches-là, pour ceux qui font un peu de SVT, qui font de la géologie, vous voyez qu'elles ont été extrêmement déformées. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc c'est probablement qu'elles sont vieilles. Et on les a datées et on obtient 4,38 milliards d'années. Ça, c'est pour des roches formées sur Terre. Donc ça signifie forcément que si la Terre est plus vieille que les plus vieilles roches qu'on trouve dessus. Pour l'instant, je n'ai pas d'âge de la Terre, mais je sais que l'âge de la Terre, c'est au moins de 4,38 milliards d'années. Alors pour être précis, c'est pas exactement des roches, c'est des minéraux dans les roches qui ont été datés de 4,38 milliards d'années. Les roches datées sont un petit peu plus récentes, mais on a certains minéraux qui datent de 4,38 milliards d'années sur Terre. Donc la Terre est plus vieille que cet âge-là. Vous remarquez, hein, on est passé en 30 ans de 20 millions d'années à 4,38 milliards d'années. C'est un progrès immense. Donc après Rutherford, de nombreux autres scientifiques ont utilisé la radiochronologie pour dater les roches terrestres. Les plus anciennes roches terrestres actuellement datées ont un âge de 4,28 milliards d'années. Et je vous ai dit, hein, les plus vieux minéraux, 4,38. Cependant, ces âges ne sont que des minima pour l'âge de la Terre. La Terre est forcément plus vieille que les roches qui la composent. Et donc il va falloir derrière trouver un moyen d'arriver à dater la Terre. Et c'est là où la compréhension de ce qu'est l'âge de la Terre est indispensable. Je vous ai dit, l'âge de la Terre, c'est soit le temps que la Terre s'est mise à se refroidir, soit la fin de la période d'accrétion. Or, il y a eu des personnes qui ont pensé, notamment un Américain du nom de Patterson, voilà, mais la Terre, c'est pas la seule planète à s'être formée pendant ce temps-là. Toutes les planètes sont formées en même temps, au même moment où se formait le Soleil. Donc, si j'arrive à avoir une information, si j'arrive pas d'avoir l'information pour la Terre, parce que sur la Terre, il s'est passé plein de choses, on sait qu'il y a eu du volcanisme, on sait qu'il y a eu de la tectonique des plaques, bref, beaucoup de choses ont changé. Mais si j'arrive à obtenir quelque chose qui vient de l'espace et qui se serait formé en même temps que la Terre, je vais peut-être pouvoir avoir l'information de l'âge de la Terre. Or, ça tombe bien, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 8 planètes dans le système solaire, mais au moment de la formation de la Terre, il y en avait 9. Il y avait une 9e planète située entre Mars et Jupiter, qui s'appelait Vesta. Cette planète était trop proche de Jupiter. Jupiter est une planète extrêmement grosse, et la présence de Jupiter faisait vibrer la planète. Elle a vibré tellement qu'elle a fini par exploser. Et aujourd'hui, du coup, on a entre Mars et Jupiter ce qu'on appelle un amas d'astéroïdes, c'est-à-dire une grande ceinture faite avec des astéroïdes, des morceaux de roche et de glace qui flottent entre Mars et Jupiter. Sauf que ces morceaux de roche, parfois ils se cognent et parfois ils se poussent. Et quand ils se poussent, ils peuvent aller vers la Terre. Il y en a qui tombent sur Terre. Alors voilà un aspect que pourrait avoir la ceinture d'astéroïdes de Vesta. Et quand ils poussent sur Terre, ces morceaux, parfois ils tombent sur Terre, ce qu'on appelle des météorites. Ici, vous avez l'exemple d'une grosse météorite découverte en France. Ces météorites, on peut les étudier et on peut trouver celles qui viennent de Vesta. On a des moyens pour le faire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on va calculer l'âge de ces météorites, l'âge des roches à l'intérieur. Et on obtient toujours le même âge pour toutes ces roches qui datent de Vesta. Et c'est un âge qui correspond avec ce qu'on a, hein, c'est supérieur à 4,38 milliards d'années. Puis après, si on regarde d'autres choses sur Mars et tout, après qu'on ait pu comparer, ça correspond au reste. Hein, donc on sait que toutes les planètes sont formées en même temps. Et c'est un âge de 4,55 milliards d'années. Aujourd'hui, on a donc un âge calculé pour la Terre qui est autour de 4,55 milliards d'années. Et qui correspond, pour le coup, à l'âge de fin d'accrétion. Attention, l'accrétion a duré 20 millions d'années. Donc notre âge de 4,55 milliards d'années, en fait, c'est entre 4,54 et 4,56 milliards d'années. Mais en moyenne, on fait 4,55 milliards d'années. En 1953, Claire Patterson a l'idée de dater des météorites proches de la composition de la Terre par radiochronologie. Donc, je vous ai dit principalement des météorites qui viennent de l'ancienne planète Vesta. Il obtient le même âge pour toutes ces météorites, 4,55 milliards d'années. Et cet âge correspond à la phase d'accrétion des planètes du système solaire, donc à la création de la Terre. Voilà où l'on en est aujourd'hui. Vous comprenez bien, hein, le but de ce cours, c'est pas simplement de vous donner ce chiffre-là, à 4,55.
vous avez certainement vu avant, et j'aurais pu vous donner cela, c'est de comprendre comment on arrive à cela et de comprendre comment se forme le savoir scientifique. Et de comprendre qu'aujourd'hui, on est à 4,55 milliards d'années, que ce chiffre-là, il correspond à tout ce que l'on peut voir et observer, mais que peut-être demain, je sais pas, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, on aura un chiffre différent parce que les méthodes auront changé, parce on s'est aperçu que ce qu'on appelait l'âge de la Terre, c'était pas forcément exactement ça, parce on connaîtra peut-être plus de choses sur les modes d'accrétion. Donc on pourra peut-être savoir que l'accrétion s'est fait en plusieurs fois. C'est possible. Pour l'instant, on pense que c'est qu'en une fois, mais on n'a pas de preuve de ça. Peut-être que on va apprendre que la Terre s'est formée en 2 temps. Voilà. Enfin, on pourra avoir peut-être d'autres choses, mais aujourd'hui, on arrive à ceci. Et on a actuellement toutes les informations pour essayer de prouver que cet âge-là est faux. Et comme on n'y arrive pas, on considère que c'est vrai. Comprenez bien, le but c'est vraiment de comprendre comment on est arrivé à ce résultat-là. C'est pas le résultat en lui-même qui compte, faut que vous l'appreniez ce résultat-là, mais c'est pas ça qui compte, ce qui va compter c'est comment on y est arrivé. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est recopier ce cours et apprendre l'entièreté de ce cours pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez un DS sur toute cette partie sur l'histoire de l'âge de la Terre. Ce DS va comporter plusieurs parties, il va y avoir un petit QCM qui ne va pas comporter beaucoup de points, hein, ça va être un petit QCM, une partie de questions et une petite partie rédaction. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.